pour ces conférences. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder le sujet de la cohésion et de l'efficacité d'une équipe en nous appuyant, comme toujours, sur l'approche et le modèle Comprofiles développé par Robert Weiss, qui est avec nous aujourd'hui. Cette conférence s'inscrit dans le cycle de masterclass Agilité comportementale et efficacité collective. Et il s'agit de notre 4e thème de conférence. Chaque mois, nous vous proposons des thèmes différents. Et aujourd'hui, nous sommes sur les clés pour construire la cohésion et l'efficacité d'une équipe. La plupart des personnes que nous avons aujourd'hui sont des personnes qui ont déjà participé à nos conférences, mais nous allons quand même prendre le temps avec Robert rapidement de nous présenter. D'abord, j'aimerais m'assurer que tout le monde nous entende, parce que comme on ne peut pas échanger en direct avec vous, est-ce que vous pouvez nous écrire dans le chat, s'il vous plaît, si tout est OK pour vous au niveau du son et de l'image? Est-ce que vous voyez bien les slides? Bonjour, oui, merci. D'accord, tout est OK. Katia, bonjour. D'accord, tout est OK, c'est parfait. Ça semble marcher, oui. D'accord, c'est parfait. Super. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des problèmes de connexion de votre côté. N'hésitez pas à nous l'indiquer dans le chat. Bon, on va commencer donc pour rester dans les temps. Donc, sur la présentation, je suis Nadège Rouanet, psychologue du travail de formation. J'ai travaillé 17 ans dans un grand groupe de la région aixoise comme responsable carrière. Donc, avec mon équipe, nous exercions sur tout ce qui avait trait à la mobilité interne, au recrutement, au suivi de carrière, à l'évaluation de potentiel, la fidélisation des talents, tout ce qui avait attrait de près ou de loin au développement RH au sens large. Depuis quelques mois, j'ai créé ma société en tant que psychologue, coach et consultante, et j'ai le plaisir de travailler notamment avec Robert et Comprofiles sur divers sujets, et notamment celui que nous allons évoquer aujourd'hui. Robert, je te laisse te présenter, même si tout le monde doit déjà te connaître. Mais... Non, bonjour à tout le monde. Bon, vous savez que pour ceux qui me connaissent, que je fais une carrière de professeur d'université et que j'étais directeur de l'IAE d'Aix-en-Provence pendant les années 90. Bon, et que en tant que prof, j'étais un prof de développement des organisations. Voilà. Maintenant, en tant que consultant, j'ai fait beaucoup de consultations en pilotage du changement, en cohésion et efficacité d'équipe de direction. Et je mène une école qui s'appelle Comprofile Institute, qui est un centre de recherche et en même temps un centre de formation pour les professionnels de l'accompagnement des changements individuels et collectifs. Voilà. Et donc, c'est à ce titre que je vais vous parler, mais peut-être un point particulier aujourd'hui, c'est que, en fait, j'ai fait du basket en compétition pendant 20 ans. Et bon, le basket, on est 5 sur le terrain seulement. Et la cohésion et l'efficacité, c'est vraiment complètement lié. Donc, je ne vais pas disserter sur le basket parce que là, je suis vraiment très, très bavard sur le basket. Et bon, c'est une passion de ma vie, mais j'y ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et sur le sujet en particulier d'aujourd'hui, parce que, en fait, s'il y a des problèmes de confiance ou de désaccord, de conflit ou de quoi que ce soit dans une équipe, on peut briller, mais on ne peut pas gagner. Voilà. Donc, voilà ce que je dirais, c'est tout. Je me limite à ça. Belle phrase pour commencer. Avant de se lancer dans le vif du sujet de la conférence, avec Robert, nous aimerions savoir qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité participer à la conférence aujourd'hui? Quelles problématiques en termes de cohésion et d'efficacité d'équipe vous animent? Est-ce que vous pourriez nous indiquer dans le chat rapidement, de façon succincte, votre problématique à l'heure actuelle en termes de cohésion et d'efficacité d'équipe, afin que l'on puisse essayer, dans le cadre de notre présentation, d'intégrer et de répondre surtout à vos problématiques le mieux possible. Donc, si vous pouviez nous indiquer à droite dans le chat votre problématique, équipe dispersée géographiquement. Eric, d'accord? Donc là, on est d'accord sur du management à distance. Je vais avoir à travailler avec un codeur sur la conduite du changement pour Pierre. D'accord. Bonjour Pierre. Véronique, reconstruire la Codir, sans cohésion doute. Ça doit après être un une... codir, hein, Oui, sûrement. Oui. Reconstruire la cohésion après une réorganisation de l'entreprise pour Véronique. Bonjour Véronique. Codir aussi. Démarrage d'une nouvelle mission de management de transition dans une PME très familiale. D'accord. Accompagnement de managers sur ce sujet avec une culture d'entreprise centrée sur l'individuel. Oui, donc nécessité d'injecter de la cohésion et de l'efficacité d'équipe.
Pour Emma, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent, s'exprimer ou on va peut-être, commencer sur le sondage? Vous pouvez toujours écrire librement, hein, bien évidemment. Alors bonjour, 2 équipes en rivalité, quelques agents d'une équipe, d'accord. Qui n'adhèrent pas au changement, d'accord, et accompagnement du dirigeant, apprendre les fondamentaux. OK, équipe très hétérogène en termes de niveau de management, reste entreprise, dirigeant petite entreprise, dirigeant indépendant, d'accord. Faire travailler en équipe des experts qui ont l'habitude de travailler seuls ou qui délèguent. Membre de grands projets avec multiples métiers où chacun ne fait pas son travail comme il faut, qui met en péril celui des autres et donc du projet global. D'accord, d'accord, d'accord. Donc le projet individuel passe avant le projet collectif là apparemment. Gestion d'une équipe de 6 assistantes des ventes et techniques à Monaco. Un changement de direction a entraîné ma perte de crédibilité et de mon leadership. D'accord, c'est intéressant. Management à distance de mon côté et reprendre les fondamentaux du collectif dans un cadre de télétravail. D'accord, donc on a quand même globalement plusieurs problématiques similaires qui ressortent. Robert, est-ce que tu veux intervenir à ce niveau-là ou est-ce qu'on se lance dans le sondage? Prise en charge Non, de ce que poste je de ce que ce que je vois, coordination. ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a des professionnels, soit Oui. sans doute de la gestion des ressources humaines, soit des professionnels de l'intervention, Mmh mh. dans des organisations, notamment au niveau d'équipes de direction. Donc, bon, et les problèmes qui sont posés sont vraiment les problèmes centraux qu'on rencontre, hein. Mmh Est-ce mh. que si on a une réorganisation, est-ce qu'on va, comment on va rétablir de la confiance, après que beaucoup de gens soient partis? Si certains sont centrés sur, leur, efficacité individuelle, comment ça pose des problèmes par rapport à l'efficacité collective? Je pense qu'on parlera des rôles plus Mmh tard. mh. Je Oui. pense qu'il faut séparer les tâches et les fonctions d'une part et les rôles que l'on joue par rapport à l'efficacité collective d'autre part. C'est pas la même chose. Même si c'est lié par le travail, ça n'est pas du tout la même chose. Donc on va en discuter. Bon, les problèmes de cohésion, évidemment, on va les voir ensemble, au moins les aborder. Mmh Et mh. puis, bon, ça sera bien. Je vais pas prendre trop de temps, excusez-moi, mais c'est pour réagir à chacun. Mais ça me semble très, très intéressant. Les premiers thèmes qui sortent sont complètement au centre de nos préoccupations. D'accord, donc on va commencer avec un petit sondage. Selon vous, quels sont les facteurs qui contribuent le plus au succès d'une équipe? Donc, on vous invite à marquer dans le chat les numéros, le ou les numéros qui vous semblent pertinents. Les qualités de leader du manager d'une équipe, les compétences et l'efficacité individuelle des membres de l'équipe, la qualité de la communication entre ses membres, la clarté du cadre et l'efficacité des processus organisationnels, la confiance et la collaboration entre les membres de l'équipe et le partage d'objectifs communs. Bonjour Alex, pas de souci pour le retard, on en est au premier sondage, vous n'avez rien raté. Donc on a le 3, 4, 5, 6, le 3, 4, 6, Sophie qui nous dit tous, le 3 et le 5, le 3 qui ressort pas mal, hein, la communication entre les membres, le 6, 3, 5, le 3, 4, 5, 6, d'accord, 3 et 5. Alors le 3 ressort constamment Robert, hein, la communication qui est un concept clé, chez Comprofiles, ressort le plus souvent. 1 et 2 primordiaux, le 3 et le 4. Tous et particulièrement le 3, 5, 6. 3, 4, 5, 6. D'accord, donc vous êtes, assez unanime, hein, sur les retours. Oui. Robert, est-ce que tu veux, Bon, t'exprimer? en fait, bon, c'est on va parler des choses qui sont en creux. Il y a quelques personnes qui ont dit le un et le 2, par exemple, c'est-à-dire centré sur les qualités, les compétences, des personnes engagées dans une équipe et dans une équipe de direction, par exemple. Il y en a beaucoup moins que sur les autres items, notamment le 3, le 5 et le 6, hein. Si Oui. je regarde comme ça, je pas eu le temps de faire de la statistique, mais et en fait, on s'aperçoit que, bon, il y a un lien, en fait, entre le 1 et le 2 et les autres. C'est-à-dire que les qualités d'un leader d'équipe, d'un manager leader, c'est d'arriver à déclencher, le 3, le 5 et le 6 et de créer les conditions pour que ça se passe très bien. Donc, en général, donc c'est très, très lié.
même si on pense que les qualités individuelles de la personne ne sont pas celles qui sont déterminantes. En fait, on sait qu'elles sont déterminantes. On sait qu'elles sont déterminantes dans la réalité parce que le leader va jouer un rôle colossal dans la construction de la qualité de la communication, dans la construction de la confiance, dans le partage d'objectifs communs et pour donner du sens en fait, à la tâche et au rôle de chacun. Bon, ça va jouer un rôle particulier. Bon, moi qui ai fait du basket pendant longtemps, on sait que la collaboration entre les membres d'une équipe, c'est souvent plus important que les compétences individuelles des membres. Mais très souvent, il y a des gens qui font la différence aussi. Hein. Si jamais vous vous intéressez au sport, il y a des gens qui sont capables de faire la différence. Comment créer les conditions pour que ceux qui sont capables de faire la différence la fassent? En fait, on doit avoir une gestion des talents particulière aussi. Tout le monde n'est pas, on n'a pas que des égaux dans une entreprise. Donc, il faut penser à ça aussi. Vous avez des entreprises où il y a des grands chercheurs. Ils vont faire la différence à certains moments. Peut-être pas tout le temps, mais c'est l'entente qu'il y a entre les membres de l'équipe fait que on va mettre en évidence les qualités de chacun. Hein, je crois que donc, autrement, je serais d'accord avec la pondération qui a été donnée. On va parler en ce qui concerne la qualité de la communication, la construction de la confiance et de la collaboration. L'agilité comportementale joue un rôle primordial là-dedans, donc on va être appelé à faire des commentaires par rapport à ça. Tout à fait. Robert, quand on parle de cohésion et d'efficacité d'équipe, de quoi parlons-nous? Bon, voilà, donc c'est la cohésion, c'est le degré de solidarité et d'harmonie entre les gens. Bon, c'est le fait qu'on s'entende. Hein. L'efficacité, c'est on est centré sur les objectifs communs et qu'on arrive à les réaliser. Hein. Donc c'est ça. En fait, au bout du bout, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on gagne des marchés? Est-ce qu'on est rentable? Est-ce qu'on a des résultats qui sont dans une entreprise? C'est incontournable. C'est l'efficacité d'équipe. Qu'est-ce qui fait l'efficacité d'une équipe? Eh bien, sans doute, c'est d'autres éléments auparavant qui permettent de construire cette efficacité, de donner les moyens de cette efficacité, dont la cohésion, dont les points qu'on va voir ensuite, c'est-à-dire, on va voir qu'on a deux grands axes quand même, tout ce qui tourne autour de la relation, la qualité de la relation, et là, la communication va jouer un rôle majeur et pour construire la confiance à l'intérieur d'une organisation. Si on n'a pas des bonnes relations, chacun se tient je veux dire, un peu en réserve. On ne va pas montrer ses points faibles lorsque les relations ne sont pas bonnes, on va cacher ses points faibles. Si on cache ses points faibles, chacun le sent, et à ce moment-là, la confiance a plus de mal à être construite. On ne sait pas ce que la personne va faire finalement. Si elle cache un certain nombre de choses, ce qui est normal, ce qui est un réflexe souvent salutaire dans une organisation qui ne marche pas de manière optimale, mais alors, qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Comment est-ce que la personne est réellement fiable? Toutes ces questions-là vont se poser. Et or, la confiance, ça va être majeur dans tout ce qui est interindividuel, mais ça va être majeur au niveau organisationnel et au niveau de l'équipe. Donc, c'est le point de départ, c'est le socle. La construction de la confiance, c'est le socle. Et on va voir que la qualité des relations joue un rôle majeur. Alors, le fait de construire un projet commun va évidemment donner confiance aux gens. S'ils ont participé au projet commun, c'est leur projet. Donc, ils ont confiance dans les objectifs puisqu'ils ont participé à l'élaboration des objectifs. Ou si les objectifs sont déjà déterminés, ce qui arrive souvent, selon le type de direction qu'il y a dans une entreprise, le type de management, du haut management, ce que fait le haut management, il est possible qu'on doive travailler essentiellement sur comment arriver à réaliser les objectifs qui ont été déterminés. C'est souvent une règle du jeu qui existe. Mais là encore, est-ce qu'on fait ça en commun? Est-ce que chacun a véritablement trouve sa place, son rôle? On reviendra là-dessus. Je pense que c'est extrêmement important. Alors, l'efficacité de l'équipe, la performance de l'équipe, c'est à la rencontre de ces deux dimensions. Hein, c'est-à-dire s'il y a des relations qui sont de qualité, c'est-à-dire une communication, confiance, etc., qui fait que les gens se dévoilent, sont eux-mêmes, sont naturels, ne mettent pas de masque ou de phare
pour travailler en équipe, la collaboration et la coopération va jouer un rôle majeur et dépend de ça. La construction du projet commun, c'est que progressivement, les gens vont s'approprier le projet commun, vont s'approprier les objectifs et comprendre leur rôle par rapport aux autres. Et là, c'est encore une fois, pour moi, ce qui travaille beaucoup dans des comités de direction, j'insiste toujours énormément sur ce point-là. Qu'est-ce que c'est que le rôle? Quelle est notre responsabilité en fonction de notre rôle? Et on va voir que le rôle que l'on a est plus important que la fonction que l'on a. Mmh. On va faire le focus d'abord donc sur la qualité, de la relation. Tu parlais de l'agilité comportementale en introduction. Oui, parce que en fait, bon, le travail en équipe, vivre en équipe, c'est la chose la plus excitante qui soit, quand ça marche bien, quand on sent qu'on a des complicités, des connivences, qu'on arrive à faire une passe dans le dos et que notre coéquipier, je veux dire, sait qu'on va faire la passe dans le dos et que ça le met en position pour marquer le panier. Tout ça, c'est, je veux dire, on vit à ça lorsqu'on est avec ça quand on est en équipe. C'est la chose la plus excitante qui soit. Mais en fait, très souvent, le travail en équipe est aussi peut être la chose la plus frustrante qui soit. Mmh. Surtout si les gens se replient sur eux-mêmes, si les gens commencent à fonctionner chacun de son côté, si les gens pensent que, en fait, ils sont payés pour quoi faire, pour bien faire leur travail, point c'est tout. Et en fait, c'est pas ça qui fait l'efficacité d'une équipe, c'est pas ça qui fait son succès. Et donc, là, il faut que les gens soient ouverts les uns aux autres. Il faut qu'il y ait, en fait, il faut qu'il y ait de l'empathie dans les relations entre les gens. Et l'empathie, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que on s'ouvre tout d'abord en premier à l'autre. L'autre est plus important que nous dans la relation. On s'ouvre à l'autre et on lui donne de l'énergie, surtout s'il rencontre des difficultés, surtout s'il est sous stress, surtout si les relations sont difficiles. Ça va être complètement déterminant de nourrir ses besoins psychologiques et de prendre en compte ces difficultés pour aller plus loin avec cette personne. Tout ça, c'est ce qu'on fait avec, en fait, lorsqu'on met l'agilité comportementale en action, véritablement de manière concrète et pratique. Et au centre de l'agilité comportementale, il y a cette capacité à être en croissance et de gérer notamment les situations qui sont difficiles, de gérer des situations de stress en croissance et de ne pas céder en fait à un mouvement qui est naturel chez nous, qu'on peut appeler la survie relationnelle et où on n'est plus à la tête de nos comportements véritablement, qui s'impose à nous complètement. C'est une position automatique qu'on connaît très très bien, qui est défensive, protectrice. Et bon, cette réaction-là va saper complètement à la fois l'échange d'énergie et puis l'efficacité qu'on va avoir ensemble. Donc, lorsqu'on est en croissance, c'est juste un rappel. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça très bien, surtout s'ils suivent nos conférences. Mmh. Bon, c'est le fait de se centrer sur l'autre et de penser à l'autre d'abord avant de penser à nous-mêmes, c'est-à-dire d'avoir une vision du monde tournée vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur, que l'autre soit plus important que nous dans le cadre de l'échange avec lui, ça nous permet véritablement d'être beaucoup plus efficace. Et là, ça nous ouvre à d'autres choses, c'est-à-dire quel est l'impact qu'on a sur l'autre, Mmh. l'impact positif notamment sur l'autre et sur son efficacité. Ça ouvre aussi sur le fait qu'on soit, surtout lorsqu'on est dans une situation difficile, qu'on se sente responsable de cette situation difficile. Et que donc, plutôt que de la subir, plutôt que de se dire que finalement les autres sont impossibles et que c'est Mmh. eux qui sont responsables de cette situation, ou les changements qui ne sont pas adéquats qui ont été établis, qu'on se dise, mais moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce que je peux faire? Quel va être mon impact sur Mmh. la réussite collective? Donc, on peut continuer peut-être parce que Oui. si je commence à parler sur la croissance et tout ça, on voit que c'est une question d'énergie. Ce qu'il y a de Mmh. particulier dans la croissance, c'est que en fait, il y a, on a tous une économie énergétique qui ressemble aux autres formes d'économie. C'est-à-dire que on donne et on reçoit, on investit et puis ensuite on tire les bénéfices de ce qu'on a investi, le retour sur investissement. Mais en fait, le point de départ est tellement important, priorité à l'autre, et on va donner de l'énergie à l'autre. On mobilise notre énergie pour à la fois être capable de gérer les situations, mais notamment dans les situations rationnelles, de donner de l'énergie. Et on va s'apercevoir
que c'est ça qui est particulier à la communication interpersonnelle et par rapport qui conditionne la qualité des relations, c'est que c'est quand on donne que, en fait, on reçoit en retour, Mmh. évidemment. C'est quand on donne qu'on s'enrichit. L'échange et le partage d'énergie a une particularité, c'est que c'est pas quelque chose qui est en fait à territoire constant ou à périmètre constant. C'est-à-dire qu'on ne se partage pas un gâteau. Plus on échange d'énergie, plus on partage de l'énergie, plus le gâteau grossit. C'est-à-dire que l'échange d'énergie, c'est-à-dire la vision positive de l'autre et l'attitude positive par rapport à l'autre, le fait de prendre en compte ses besoins, va faire qu'on va créer de l'énergie. Et en retour, si on crée de l'énergie pour quelqu'un, il va vouloir créer de l'énergie pour nous. Et Mmh. donc, le fait de partager de l'énergie va être quelque chose qui va être qui va augmenter au fur et à mesure et qui fait que, en fait, la qualité des relations et les qualités de la communication vont être de plus en plus aisées. Hein. Mmh. Donc, là aussi, je ne voudrais pas aller trop loin parce D'accord, que d'accord. on a Mais peut-être d'autres en points. résumé, donc le socle d'une communication efficace et d'une relation harmonieuse, on est dans l'altruisme et la responsabilisation de chacun. Et Oui, c'est pour, ça, c'est que en fait, la base même de la relation, c'est l'altruisme, c'est la mmh. générosité. Ouais. Or, très souvent, quand on donne, on se dit: «Mais est-ce que je vais recevoir?» Mais pourquoi être généreux si l'autre n'est pas généreux? En fait, on va faire un pari, hein, c'est Mmh. ça qui va être majeur, c'est que dans la relation, on va faire un pari, on ne fait pas qu'un seul pari, on fait un pari et le pari, c'est le pari de la confiance, la confiance dans l'autre. Si je donne la priorité à l'autre, bon, si je lui donne de l'énergie, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va simplement me prendre mon énergie et je vais en avoir moins? Mais l'expérience montre que ça n'est pas le cas. C'est que, en fait, plus on va donner de l'énergie à l'autre, surtout s'il est en situation difficile, plus à ce moment-là, l'issue va être un partage d'une énergie grandissante et que les deux vont sortir gagnants. Et souvent, celui qui donne en premier est celui qui gagne le plus dans la relation. Mmh. C'est c'est contre-intuitif quelquefois, mais en fait, si vous regardez bien la réalité de vos relations, si nous regardons la réalité de nos relations, c'est toujours vérifié. Alors ça, c'est le premier pari que l'on va Mmh. faire. C'est le premier pari de confiance qu'on va faire. Et la confiance est toujours un pari, parce que si on attend qu'elle soit construite par les autres, on peut attendre longtemps, hein, à vrai dire. Et donc, on va participer à la construction de la confiance par notre activité, par notre altruisme, justement, au point de départ. Et il y a un deuxième pari de la confiance qui est plus concret encore, c'est celui qui est de la collaboration, de la coopération avec les autres membres d'une équipe. Bon, et là encore, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace pour la logique de l'équipe? Pour moi ou pour la logique de l'équipe? C'est toujours un dilemme. Mmh. C'est toujours un dilemme. Et dans ce dilemme, il faut prendre le pari collectif. Si on prend le pari collectif, à ce moment-là, si je me montre ouvert, sincère, authentique, si je collabore de manière authentique et sincère avec l'autre, si je coopère au maximum pour l'aider à faire son travail, à être efficace dans son travail, à ce moment-là, c'est rare qu'on n'ait pas de retour. Mais Mmh. il faut une certaine perversion de la part de l'autre en face. Mais ça n'arrive pas. On garde ça en mémoire parce que c'est tellement rare que c'est extraordinaire. Mais en fait, la plupart du temps, les gens sont reconnaissants et agissent de telle sorte que nous-mêmes, nous éprouvions de la gratitude à leur égard. Mmh. Donc, ce double pari, dans l'autre et dans la coopération et dans la collaboration, ça va être le fondement de la cohésion de l'équipe. On sent bien que c'est quelque chose qui est essentiellement relationnel au départ. Et là, l'agilité comportementale, c'est-à-dire l'adaptation à l'autre, le fait de l'aider dans des situations difficiles ou sous stress, va jouer un rôle colossal là-dedans. Mais ça va être ensuite renforcé par justement le fait de bâtir un projet commun ensemble. Que ce soit au niveau du quoi ou au niveau du comment, selon les entreprises, ça va changer. Mais évidemment que si on est à l'origine de la stratégie, c'est encore plus fort. Nos objectifs sont des objectifs communs. Peut-être qu'on peut Mmh. changer de slide. Mmh mh. Le, et le bon, c'est ce qui va nous permettre de renforcer encore la confiance. Alors maintenant, au point de vue des conflits, on sent bien que si on a une bonne communication, si on a des relations qui sont
sincère, crédible, authentique, bon, si on se centre sur l'autre en premier lieu, la gestion des conflits peut être extrêmement bénéfique. Si on passe d'un désaccord à un conflit, en général, c'est émotionnel. Ce qui distingue le conflit du désaccord, c'est que quand on est en conflit, on n'arrive plus à négocier, à se mettre d'accord ou à résoudre les problèmes qui viennent des différences que l'on a entre nous. Et donc, il faut traiter le point de vue émotionnel. Et Mmh. le point de vue, l'intelligence émotionnelle, bon, l'agilité comportementale qui est plus générale, globale que simplement l'intelligence émotionnelle, mais va être décisive. Et bon, se centrer sur l'autre, reconnaître sa logique, ça change tout parce que on peut très bien être en désaccord avec quelqu'un et reconnaître sa logique. Si on reconnaît sa logique, à ce moment-là, il n'a plus de menace d'être dans le tort, d'être un imbécile, d'être désavoué ou quoi que ce soit. Le premier temps, c'est celui qui va générer de la reconnaissance à la fois de sa logique et de lui-même, qui va lui faire sentir qu'il a de la considération et du respect de la part des autres, c'est qu'on écoute, on l'écoute véritablement et qu'on essaie de comprendre sa logique. À partir du moment où on a essayé de comprendre sa logique, tout change. Et à ce moment-là, il y a les conditions pour que nous-mêmes nous donnions notre propre cohérence et notre propre logique. Si on le fait en premier, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie au niveau que dans le désaccord, il a tort. Et donc, ça va exciter le conflit. Donc, si on veut Mmh. sortir du conflit et faire en sorte que les désaccords débouchent sur quelque chose, la prise en compte de la position de l'un et de l'autre, et débouchent sur, en fait, une réflexion commune sur comment on peut résoudre nos problèmes, on va aller vers de la créativité et de l'innovation. Donc, et on va explorer l'éventail des possibles parce que les gens ne sont plus en danger d'être désavoués en tant que personne. À Mmh. ce moment-là, bon, sur le contenu, on change souvent d'avis quand on en trouve un meilleur. En général, le bon sens nous fait évoluer. On peut prendre un peu de temps, mais en général, une bonne nuit de sommeil et on ne revient pas le lendemain avec exactement la même attitude rigide ou Mmh. bloquée. Hein, Bien tout sûr. change. Donc, et là, le désaccord ou le conflit établit, en fait, est un tremplin pour une dynamique de créativité et d'innovation, la plupart du temps, si on le mène bien. Donc ça dépend aussi de la qualité des relations. D'accord. Alors, si on a dit, on a deux grands axes, la qualité des relations, bon, vous voyez que je m'excite quand j'en parle, donc il y aurait beaucoup à dire. Bon, c'est véritablement, chez Comprofa Institute, on est très, très centré là sur la création du lien entre les gens, la qualité des relations. Mais en fait, pour l'efficacité d'une équipe, on sent bien qu'il faut une adhésion à un sens commun qui va être donné par la stratégie, qui va être donné par la vision de ce qu'on veut réaliser, qui va faire que, on s'approprie, d'abord on comprend, puis après on s'approprie, et puis on pense qu'on va avoir un rôle qui va être décisif dans la réalisation du projet commun. Et là, bon, je ne sais pas où j'en suis au point de vue du temps, parce que Nickel, ça tu es serait bien de parfait, pouvoir. Robert, parfait. Je suis pas, Mmh. à ce moment-là, on peut, sur la création du projet commun, on sent bien que si on construit le projet commun, on a les objectifs communs. Si on a les objectifs communs, on peut se dire qu'on travaille tous dans la même direction. Tout est plus facile dans ce cas-là. Après, il y a la répartition de quels sont les rôles de chacun. En fait, c'est là que je voudrais qu'on réfléchisse d'une manière différente de ce qu'on fait d'habitude. Surtout si on est très, très qualifié, si on est très technique. Notre pente naturelle, quelle est-elle? De se centrer sur notre technicité, sur notre tâche, sur ce qu'on a à faire, sur ce qu'on pense qui est à la base de notre valeur ajoutée, c'est-à-dire notre expertise, nos connaissances techniques et technologiques, là où on fait la différence avec les autres, ce pourquoi on a été recruté, ce qui correspond à notre définition de fonction, etc., etc. Mmh. Bien sûr que ça joue un rôle. Pas plus que les compétences qu'on interrogeait au départ dans notre petit sondage de départ. C'est, on doit avoir les compétences et les qualités évidemment de la fonction qu'on remplit. Mais en fait, qu'est-ce qui est le plus efficace pour l'efficacité collective? C'est d'avoir une claire notion de son rôle. Et au centre du rôle,
il y a quelque chose qui est vraiment décisif pour la définition du rôle, c'est quel est mon impact sur l'efficacité du travail des autres. Ça peut être le travail de mon manager, ça peut être le travail évidemment de mes collaborateurs, ça va être avec mes pairs, parce que je ne suis pas seul dans une entreprise et qu'il y a d'autres départements, il y a d'autres équipes, et la collaboration transverse va être évidemment décisive sur le succès de l'entreprise. Ça peut être avec les clients ou les fournisseurs. Tout ça, est-ce que j'ai véritablement une notion du partenariat qui m'unit aux autres? Et dans ce partenariat, dans ces alliances, dans ces coopérations, est-ce que dans ma manière de faire mon travail, je vais penser en premier lieu à ce qui va rendre l'autre avec qui je travaille, quel qu'il soit, collaborateur, manager, pair ou autre, ou extérieur, le plus efficace possible. Donc ça, vous voyez que très souvent, on est engagé, on a une définition de fonction, on est engagé pour une fonction, on fait son taf, on le fait le mieux possible, on ne va pas soupçonner que les gens ne le fassent pas bien, mais très souvent, en fait, le fait d'être efficace individuellement ne garantit en rien l'efficacité collective. Ce qui garantit l'efficacité collective, c'est qu'on se pose les questions d'une manière différente. C'est-à-dire, comment j'influence positivement ou négativement de temps à autre, parce qu'il faut prendre conscience de ça, mais Mmh. comment j'influence l'efficacité du travail de l'autre. Et très souvent, mon optimum individuel est en contradiction avec l'optimum collectif. Il ne Mmh. garantit en rien l'optimum collectif. Donc c'est une autre manière de penser, c'est une autre manière de regarder son travail. C'est ce qui fait que, bon, dans une équipe de sport, quelqu'un va se dévouer pour colmater les brèches, alors qu'il a tout intérêt à réserver son énergie peut-être pour une contre-attaque ou n'importe quoi, ou pour Mmh. briller individuellement. Bon, en fait, en entreprise, il y a la sanction de la compétition joue et c'est la survie de l'entreprise qui est en jeu très souvent. Et Mmh. on peut pas, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Si on se paye ce luxe-là, à ce moment-là, est-ce qu'on est un bon collaborateur? La question se pose. Donc Mmh. voilà, je voudrais qu'on réfléchisse de cette manière-là. Je pense que personnellement, quand j'interviens dans un comité de direction, j'insiste tellement là-dessus. Bon, il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire là par rapport à ça Mmh. qui permettent de mesurer l'impact. Et on va s'apercevoir que l'impact que l'on a dépend bien sûr de la construction du projet commun, mais dépend de l'écoute et de l'empathie qu'on a par rapport aux autres. Est-ce que l'autre est premier dans la relation ou est-ce qu'il passe après moi? S'il passe après moi, il y a des chances que je sois sur une logique de territoire, il y a des chances que je sois sur ma définition de fonction, c'est mon efficacité individuelle. Si l'autre passe avant moi, il y a des chances que je sois sur une conception positive une volonté positive de mon impact sur l'autre, donc que je sois centré sur l'efficacité collective. D'accord. Alors, Si on peut-être que... se concentre, Robert, sur notre impact donc, hein, sur les autres, qu'est-ce qu'on Oui, a à gagner à privilégier l'efficacité du collectif? ben d'abord, c'est l'efficacité tout court, hein. Tout Mmh. simplement. Le résultat des courses, en entreprise, c'est est-ce qu'on est productif? Est-ce qu'on est rentable? Est-ce qu'on Mmh. gagne des parts de marché? Est-ce qu'on gagne dans la compétition avec les concurrents? Et tout ça, bon, l'exercice dans les entreprises, il est simple, hein. Il faut, et on peut on peut avoir tous les plus beaux concepts du monde, la réalité nous rattrape, hein. C'est le fait que, ben, au bout du compte, hein, le juge de paix, c'est les résultats que l'on a. Et les résultats, c'est des résultats qui sont durables. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur l'efficacité collective, on travaille sur une conception de la croissance qui est une croissance durable. On crée de la valeur, on crée de la valeur durable pour l'entreprise. Je pense que toutes les entreprises sont là-dessus. Et comment, en général, on crée de la valeur durable? Par le fait que les gens vont se projeter eux-mêmes dans la création du futur. C'est-à-dire que ce qui est lié à la valeur d'une entreprise, au point de vue, si jamais vous regardez les entreprises en bourse, c'est complètement évident, hein. Mmh. Les entreprises qui sont cotées très haut en bourse, ce n'est pas celles qui sont automatiquement productives à un moment donné ou qui ont une place sur le marché importante à un moment donné, au moment où ça se passe, où se passe l'évaluation.
c'est quelle est la création de la richesse dans le futur? Quelle est la création de la valeur ajoutée dans le futur? Quelle est la croissance rentable qu'on est en train de créer? Au niveau d'une entreprise, d'une équipe, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on est en train de constituer ensemble? Très souvent, ce qui donne du sens, c'est bien sûr d'être bien ensemble, bien sûr d'avoir de très bonnes relations, c'est indispensable, mais on a un sens qui nous tire du présent vers l'avenir? Et ça, c'est irremplaçable. Et c'est ça le sentiment collectif. On va gagner ensemble. On va monter de division. On va prendre des parts de marché. On va faire un produit qui est meilleur que les autres. Et en fait, on s'aperçoit que, au point de vue industriel, au point de vue de tout ça, c'est l'innovation qui tire complètement la valeur d'une entreprise parce que ça tire le futur de l'entreprise. Mmh. Alors peut-être qu'on pourrait discuter un peu avec nos participants. Oui. Peut-être avoir les réactions parce que je préfère aller vite là. De On toute a une façon, question, Robert, c'est: «Et notre influence en tant que coach, le fait d'être la confiance dans le non-jugement?» oui, c'est ça. En fait, bon là, en tant que coach, on a deux choses à faire, hein. La première chose, c'est comment, par notre agilité comportementale, c'est-à-dire par la croissance relationnelle, on va faire en sorte de faire sortir la personne de la survie quand elle est en séance avec nous, ou comment la faire sortir de la survie dans des circonstances, en fait, qu'elle n'arrive pas à gérer, où elle a des difficultés à gérer la situation ou la relation avec d'autres. Donc, la qualité des relations, bon, au niveau du coach, c'est ça, c'est comment on va donner l'énergie et faire prendre conscience à la personne et armer cette personne pour gérer les aspects de communication et les aspects relationnels, soit sur l'instant, soit dans des situations où la personne, en fait, sent bien que dans l'état présent, elle ne fonctionne pas bien et qu'elle voudrait, et c'est ça l'état désiré, arriver à bien fonctionner. Il y a un deuxième facteur, quelquefois qui se confond avec le premier, mais il y a un deuxième facteur qui est qui fait partie du contenu de l'objectif. Et à ce moment-là, on va créer les conditions pour que ce contenu, il ait du sens par rapport à la personne, il tire cette personne vers une amélioration, un progrès de sa performance. C'est ça qu'on fait aussi en coaching et souvent en premier lieu. Et on va se centrer là-dessus pour que la personne établisse des objectifs qui sont des objectifs de qualité et mobilise ses ressources. Et pour mobiliser ses ressources, il faut être en croissance. En survie, on perd ses ressources. En survie, on perd ses talents. En survie, on perd ses compétences. Et donc, on voit bien le lien qu'il y a entre, même dans l'activité de coaching, dans ce qu'on va faire en tant que coach, comment on va permettre à la personne de sortir de la survie en face de nous ou dans les circonstances où la personne éprouve des difficultés, pourquoi faire pour arriver à réaliser ses objectifs et les mener à bien et de vérifier quel est l'impact de la réalisation de ces objectifs, si véritablement ça comble la personne, ça la satisfait complètement. Ça, c'est tout ce qu'on fait en coaching. Donc, en fait, ce qu'on dit sur le leadership, c'est vrai en coaching dans une grande mesure en même temps. Robert, on a une question qui revient souvent, c'est: que faire quand on travaille avec quelqu'un dont l'ego passe avant? Qui veut marquer son territoire, qui veut nous exclure? Quelqu'un je n'ai pas vu la question, mais quelqu'un dont l'ego passe avant, Oui, euh, c'est ça, c'est avant l'équipe. une personne qui appelle à l'aide pour moi. Lorsque quelqu'un fait passer son ego, ça veut dire qu'il a de l'inquiétude par rapport à l'image qu'il a de lui-même. Ça veut dire qu'il a de l'inquiétude par rapport à la reconnaissance de ses compétences. Ça veut dire qu'il vit dans un faux semblant. Il veut faire croire, en fait, où il aimerait que les autres le voient tel qu'il aimerait lui être vu. Mais la réalité est souvent différente. Et il va falloir dédramatiser avec l'autre, ça veut dire qu'on l'apprécie tel qu'il est, mais pas tel qu'il veut être, tel qu'il fait semblant d'être. Mmh. L'ego, c'est le piège qui mène en survie.
Et donc, mais évidemment que la personne qui est dans son ego n'est pas consciente de ça. Comme une personne qui est en survie, c'est une personne qui appelle à l'aide et qui ne sait pas qu'elle appelle à l'aide. Et très souvent, elle va se comporter d'une manière totalement opposée à ce qu'il faudrait, à l'attitude qu'il faudrait avoir, au comportement qu'il faudrait avoir pour appeler à l'aide. Elle va être insupportable. Elle va peut-être marquer de l'irrespect. Peut-être qu'elle va manquer de considération pour les autres. Quelqu'un qui fait tout ça, c'est quelqu'un qui est inquiet par rapport à lui-même. Donc, Mmh. nous, si on se met au même niveau que lui, on va partir dans du conflit. Ou on va partir dans la séparation, dans le fait qu'on va établir de la distance pour pas être pollué, quoi, en quelque sorte, dans la relation avec cette personne. Et à ce moment-là, franchement, l'efficacité, elle va être très moyenne, Ah oui. elle va être minimale. Et donc, il faut donner une chance aux gens. Il faut faire le pari de la confiance. Et une personne qui est dense, qui est complètement dans son ego, pour moi, c'est une personne inquiète. Peut-être qu'elle ne sait pas qu'elle est inquiète et qu'elle a rationalisé ses comportements pour prendre l'avantage sur les autres. Mais si elle s'aperçoit qu'elle n'est pas en danger, à ce moment-là, ça va être un soulagement pour elle-même, pour la personne elle-même. Donc, voilà, les histoires de territoire sont les mêmes choses. Alors, ce qu'il y a, c'est que si vous êtes dans une entreprise où la technologie est super, super importante, les gens ont une identité qui est liée à leur expertise technologique. D'arriver à faire ce que je suis en train d'évoquer avec beaucoup de facilité avec des mots, dans la réalité, c'est plus difficile parce que les gens se sont construits. Si vous avez des gens qui ont fait 8 ans, 10 ans, 15 ans d'études pour être excellents dans ce qu'ils font, ils pensent que l'alpha et l'oméga de la vie, c'est leur expertise. Mmh. Et donc, c'est beaucoup plus difficile. Ils ne se rendent pas compte qu'ils rendent la vie impossible aux autres ou qu'ils rendent la vie difficile aux autres. Ils ne se rendent pas compte que s'ils écoutent les autres et qu'ils se mettent eux-mêmes un tout petit peu en retrait et qu'ils se centrent sur l'autre, ils ne sont pas en danger. Au contraire, les gens vont être incités à reconnaître leur valeur et leur expertise encore plus. Bon, voilà ce que je dirais. Hein, il faut donner Mmh. une chance aux gens Mmh. et comprendre que les comportements défensifs protecteurs, les gens qui semblent guidés par leur ego et tout ça, sont des gens inquiets par rapport à eux-mêmes et qui souvent ne le savent pas exactement. Leur lucidité n'est pas au rendez-vous. Ils n'ont pas conscience, en fait, de ce dont ils ont besoin. Alors, une autre Robert, question. tu as Oui, développé pas mal d'outils, et de méthodes innovants, hein, pour accompagner les entreprises, les dirigeants ou les coachs, consultants, formateurs, dans leur pratique. oui. Notamment, il va y avoir des illustrations sur la cohésion et l'efficacité d'équipe, mais est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement les autres outils que tu as Oui, c'est développés vrai que bon là, on pourrait parler des sujets, je veux dire pendant plusieurs heures, hein, et que ce soit intéressant pour tout le monde et pour moi d'avoir vos réactions et tout ça. Bon, chez Comprofile Institute, qu'est-ce qu'on fait? On est un centre de recherche et de développement en premier lieu, et en tant que centre de recherche et de développement, bon, moi, je suis un universitaire, je suis un chercheur au départ, même si j'ai passé ma vie dans les entreprises et dans des comités de direction, je suis un chercheur en premier lieu. Et donc, bon, je continue à faire dans l'école qui est destinée en fait aux professionnels de l'accompagnement, disons, des transformations individuelles et d'équipe. Bon, je continue à faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire concevoir des choses, chercher, concevoir, développer. Donc là, on travaille, et ce sont des outils, hein, on travaille avec bon, une méthode de profiling que j'ai conçue, hein, qui s'appelle Comprofile d'ailleurs, qui a donné le nom à l'entreprise, où on travaille avec des profils psychologiques, on met en évidence des profils psychologiques que j'appelle les profils de communication, et aussi le profil des systèmes de valeurs des gens, c'est le principe directeur. Tout ça est validé scientifiquement. Bon, moi, je suis un scientifique au départ, même si je travaille sur des sciences molles, je suis un scientifique, donc je vérifie au point de vue statistique et tout ça que les intuitions qu'on peut avoir, elles sont vérifiées ou qu'elles sont validées ou qu'elles ne sont pas validées. À ce moment-là, il faut remettre bon, sa réflexion sur le tapis, hein, en quelque sorte, pour mieux comprendre ce qui se passe. Et on élabore d'autres outils, notamment des outils au niveau de l'équipe, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'on va prendre des exemples, ou peut-être le deuxième exemple le en premier deuxième? lieu, Allez. ouais, le deuxième.
c'est selon le temps qu'on a. Et On arrive aux le 45 minutes, mais si vous êtes, voilà, mais bon, disponible, donc voilà. on peut poursuivre. Mais, par exemple, bon, on a bâti un outil qui est, bon, à l'origine duquel on n'est pas, hein, parce que moi, je veux dire, je suis chercheur. Un chercheur, il ajoute 1% ou 2% à tout ce qui a été fait auparavant. Donc, il faut connaître ce qui a été fait auparavant. En fait, bâtir un outil qui est un outil de diagnostic, qui va très vite parce qu'il est automatisé. Les membres d'un comité de direction passent 5 minutes à remplir un questionnaire de 20 questions. Il apparaît les différents niveaux dont on a parlé. Bon, là, disons, regardons la confiance. Dans une entreprise où bon, je suis disons, le conseil du comité de direction, mais c'est eux qui ont fait le travail, c'est pas moi, hein, évidemment. On voit que quand il y a eu un nouveau président qui est arrivé dans cette entreprise, qui est une entreprise très importante, en fait, la confiance de l'équipe était très faible et les résultats étaient très faibles au diagnostic fait par l'équipe. 2 ans plus tard, en fait, mois pour mois, hein, c'était 2 ans plus tard, exactement 24 mois plus tard, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont progressé au niveau de la confiance. Évidemment, c'est plus facile de travailler ensemble. Et évidemment que les résultats de cette entreprise, bon, ont fait des bons en avant, hein. On le voit au niveau de la confiance et différents éléments de la confiance. Là, l'outil est très centré sur comment les gens travaillent ensemble à l'intérieur d'un comité de direction. Peut-être une autre vignette pour Oui, montrer, c'est oui, oui, celle-ci, oui, au les niveau de la conflits. maîtrise des conflits. Bon, en fait, le questionnaire balaye ce dont on a parlé, la confiance, la maîtrise des conflits, l'engagement vis-à-vis des résultats collectifs, la responsabilisation de chacun les uns envers les autres, mutuelle des gens, et puis l'orientation vers l'obtention de résultats et de performances. Bon, là, on montre un extrait, toujours sur une même entreprise. Voilà, vous voyez que il y a beaucoup de choses qui ont augmenté. Il y a un élément qui a baissé là. Les membres de l'équipe expriment leur opinion en prenant le risque de créer de la désapprobation. Il y a encore des progrès à faire dans ce comité de direction. C'est-à-dire que les gens veulent tellement que ça se passe bien que peut-être quand ils sont en désaccord, ils se taisent. C'est possible, hein, il est possible qu'on puisse faire cette analyse-là. Mais ça montre plein de choses et ça montre là, en l'occurrence, bien, le thermomètre que l'on met montre l'évolution positive de ce comité de direction. Et bon, et si on le met en rapport avec les résultats concrets économiques de l'entreprise, bon, c'est vraiment, on voit bien que entre ce qui a été fait en 2020 et ce qui a été mis en 2022, c'est plus la même entreprise. Les résultats sont. Alors peut-être, est-ce Tout est qu'on a le lié, quoi. ouais, est-ce qu'on a le là, en fait, quand on a les profils de communication des gens, d'abord, ça apporte des informations aux gens. Ça ne définit pas, hein, surtout. Hein. Il y a beaucoup de méthodes de profiling qui définissent les gens parce qu'ils ont telle ou telle couleur. C'est un peu dramatique l'utilisation qui est faite, alors que la méthode est intéressante, mais l'utilisation qui est faite est vraiment très limitative. Si on utilise simplement comme une source d'information, on peut avoir des sources d'information. Cette source d'information, elle peut être individuelle ou collective. Vous voyez, par exemple, là, c'est une entreprise, bon, c'était en langue anglaise qu'on travaillait, et ce qui est donné là, c'était le comité de direction, 6 personnes, avec 5 personnes qui étaient fonctionnaires, c'était un service d'État, sécurité sociale, c'est le comité de direction de ce qui est l'équivalent de notre sécurité sociale, et puis quelqu'un qui était un grand banquier qui a été nommé comme PDG de l'entreprise pour introduire du changement, etc. etc. Et en fait, lui est là-haut, compétition, centrée sur le changement, sur l'innovation, etc., etc. Et puis, vous voyez que les 5 autres membres de son comité de direction sont très centrés sur la stabilité, la sécurité et la collaboration. Et là, ça ne dit pas ce qui se passe, mais ça permet de faire des hypothèses, des hypothèses optimistes. Hypothèse optimiste, il va introduire le changement et les gens vont lui permettre de mettre en œuvre le changement d'une manière à la fois stable et performante, et avec sans doute beaucoup de structures et de processus mis en place. Hypothèse pessimiste, peut-être que l'écart va être très important entre quelqu'un qui veut carrément changer
introduire un changement super, super, super important. Et en fait, les autres, pour qui le statu quo, en fait, le statu quo les rassure. Hein. Le statu quo est important parce que ça les rassure et dans ce changement, ils ont des inquiétudes. Et bon, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont comme ça. Beaucoup d'entreprises qui sont comme ça, qui établissent du changement. Mais quel est l'impact sur les gens? Et ça, il y a l'impact du changement sur les personnes, mais il y a l'impact du changement en fonction aussi des préférences comportementales des personnes, des profils psychologiques des personnes. Donc, ça peut permettre d'avoir de l'information, des idées de ce qui peut se passer, ou de la mise en évidence pour les gens, et combien, en fait, qui caractérise la dynamique psychologique, relationnelle à l'intérieur d'une équipe ou d'un comité de direction. C'est des outils simples qui apportent énormément d'informations, souvent. Oui, personnellement, je peux en témoigner. Lorsque j'étais responsable carrière, c'est des outils que j'utilisais pour évaluer les équipes, les enjeux, les stratégies, et c'est vraiment des outils puissants. D'ailleurs, sans transition, je vous invite à prendre rendez-vous avec nous sur le petit bandeau en haut où il y a écrit prendre rendez-vous. Cliquez ici. N'hésitez pas à cliquer. Vous allez tomber sur notre calendrier pour prendre des rendez-vous. Si jamais Robert ou son équipe peut vous faire partager les retours d'expérience sur l'accompagnement à la cohésion et l'efficacité d'équipe ou sur les outils qu'il propose aussi, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous d'1 heure qui sera personnalisé pour qu'on puisse répondre le mieux possible à vos problématiques ou à vos besoins. Qui fait partie de la conférence, ça c'est évidemment gratuit. Hein, bien sûr. Moi, les questions qui étaient posées au départ étaient extrêmement intéressantes. Et je pense que, bon, j'espère qu'il y a des petites intuitions qui ont été stimulées là par la conférence. Mais bon, après, les situations, elles sont complexes en elles-mêmes. Elles demandent beaucoup plus d'échanges et de partage par rapport à la réalité concrète qui fait l'entreprise aujourd'hui et peut-être les possibilités d'amélioration, de changement que cette entreprise veut mener. Et donc, moi, c'est très volontiers que je répondrai aux gens et que je discuterai avec eux. Si vous avez des questions ou besoin d'accompagnement ou d'outils, de méthodes, n'hésitez pas, prenez rendez-vous. C'est cliquez ici, vous tombez sur le calendrier et vous aurez rendez-vous avec Robert ou une personne de son équipe. N'hésitez pas, c'est gratuit et ça pourra permettre peut-être de solutionner des problématiques que vous rencontrez à l'heure actuelle ou que vous allez être emmené à rencontrer. Merci Pierre. On va se quitter. On en a 52 minutes, donc on est parfait sur le timing. On vous remercie d'avoir participé, de vos questions, de vos interventions. Merci beaucoup. Si jamais il y a des questions complémentaires, prenez rendez-vous. On est à votre disposition avec plaisir. Et on vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour notre prochaine conférence. Nous annoncerons dans le mois le thème et nous publierons bien évidemment, comme chaque fois, un article en lien avec le thème de notre conférence. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter sur le LinkedIn de Robert pour être au courant de toutes les nouveautés, pour avoir accès à nos newsletters, à nos articles et à nos conférences. Merci beaucoup pour vos retours en tout cas, c'est toujours encourageant. Robert, je te laisse le mot de la fin. Non, mais je remercie les gens pour leurs réflexions. Malheureusement, on n'a pas laissé trop de temps. On ne vous a pas laissé trop de temps. C'est un temps très contraint. Hein, alors, je me presse beaucoup plus que d'habitude. Je suis pas je suis en général quelqu'un qui prend son temps pour réfléchir. Mais là, il faut aller vite. Bon, c'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Merci beaucoup de votre participation. Et puis, je vous dis à bientôt pour ceux qui veulent continuer la discussion. Au revoir. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.